Bonjour à tous. Voilà. Je vais faire le petit mot classique d'introduction, comme sur la table ronde précédente. Alors, il tenait à cœur pour VVF de continuer son cycle finalement de table ronde avec un nouveau sujet que je vous partage, qui est, sans dévoiler tous les détails des questionnements et des échanges, finalement, c'est comment innover pour concilier tourisme durable et développement économique. Donc une question qui est quand même pas évidente comme ça à traiter, et c'est justement dans ces enjeux qui nous paraissaient intéressants de réunir de belles compétences. Voilà. Toujours animé par Alicia Petiot, que je représente, hein, chef de projet ingénierie tourisme durable chez Atout France, et qui travaille notamment avec notre administrateur Philippe Mauduit, qui a cette mission innovation et développement. Voilà, Alicia, je vous laisse la parole. En tout cas, bienvenue à nos invités sur notre AG VVF. Celui-ci, c'est bon. Celui-ci, c'est bon. Donc, merci beaucoup pour l'introduction, Stéphane. Donc, voilà, je ne vais pas me représenter. Merci à vous et bonjour à vous toutes et vous tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, on a réuni autour de la table une table ronde 100% féminine avec des profils et expertises variés pour pouvoir aborder justement les enjeux du tourisme durable et puis évoquer aussi des leviers d'action. Donc je vais vous laisser vous présenter ici dans la salle, et ensuite on aura aussi également une intervenante qui est avec nous en visio qui pourra se présenter en ouverture. Donc bonjour Aurélie Loubès, je vous laisse vous présenter. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à cette conférence. Je suis Aurélie Loub, directrice générale du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et j'aurai l'occasion de vous parler de la stratégie du tourisme durable et notamment bas carbone en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Bonjour Béatrice Royot. Bonjour à tous et je suis ravie d'être là parmi vous. Je suis donc Béatrice Royot, fondatrice de Focus Marketing. On est un cabinet d'études et de conseils spécialisé en marketing touristique. Donc on cherche à comprendre les clientèles, à analyser leurs attentes, leurs perceptions, leurs réactions, et en particulier sur ce sujet très intéressant qui est le développement touristique durable dont on va parler aujourd'hui. Merci Béatrice. Je me tourne maintenant vers Marion Oudeno-Piton. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Marion Oudeno-Piton, je suis responsable du service industrie des loisirs au sein de l'Agence de développement et innovation de Nouvelle-Aquitaine. Et moi, j'aborderai en tout cas les sujets d'innovation ou comment on peut accompagner les entreprises dans leur transition. Bonjour, donc moi je suis Caroline Mignon, je suis là au titre de la présidence d'Acteurs du tourisme durable, donc l'association Acteurs du tourisme durable donc, qui existe depuis 13 ans maintenant, qui réunit des professionnels de tout métier engagés en matière de durabilité. Je suis fondatrice d'un écolieu en Anjou qui devrait ouvrir cet été, où on va accueillir du monde et qui a la transition écologique comme fil conducteur de notre action. Et parallèlement à ça, je conseille et accompagne des professionnels vers la durabilité du tourisme et dans la RSE. Et je suis maîtresse de conférences associée à l'ESTUA, donc qui est une faculté, une université, à l'Université d'Angers, et donc l'école de tourisme de l'Université d'Angers. Voilà. Merci Caroline. Alors rapidement, avant de laisser la parole à notre intervenante en visio, peut-être pour recadrer un peu cette table ronde, la question du tourisme durable, de l'impact que peut avoir le tourisme à la fois sur la biodiversité, le climat, les habitants, n'est pas nouvelle. On continue, voilà, on en parle depuis plusieurs années, mais on se rend compte qu'on arrive un peu rapidement sur une dichotomie, une opposition entre d'un côté une recherche peut-être parfois de sobriété, une critique aussi d'une certaine forme de tourisme, et puis à côté la nécessité de continuer à développer le tourisme pour la pérennité des territoires, les retombées économiques, l'emploi. Donc on va essayer aujourd'hui de dépasser cette opposition pour pouvoir
identifier des principaux leviers d'action stratégiques, à la fois du côté des opérateurs, mais aussi en lien avec les consommateurs, leurs attentes, leurs comportements. Et puis, on va ouvrir sur l'innovation comme potentielle réponse, ou du moins accélérateur de la démarche durable. Donc, je vais laisser la parole maintenant à notre intervenante Béatrice Jarige du Shift Project qui est en visio. Béatrice, je vous laisse peut-être vous présenter dans un premier temps et puis ensuite faire une ouverture sur les enjeux climatiques du tourisme. Oui, bonjour à tous. Alors, d'abord, je m'excuse d'être à distance, mais il se trouve que le Shift Project tient aussi ces 2 journées annuelles de séminaire, donc c'était compliqué pour moi de bouger et je suis dans le Perche, mais en pleine communion avec vous. Donc, moi, je vais partager mon écran, on va voir si ça marche. Est-ce que vous voyez mon petit support? C'est bon? Voilà, parce que j'ai quelques chiffres et une présentation qui se prête assez à avoir quelques slides, c'est plus commode comme ça. Donc moi, je suis responsable des sujets de mobilité à longue distance pour l'association The Shift Project, donc qui s'auto-intitule Think Tank de la transition bas carbone. Alors, est-ce que je vais arriver à bouger? Alors, je ne sais pas pourquoi en présentation, pardon, je vais peut-être ressortir et me remettre, je ne comprends pas trop. On a pourtant testé le partage. Précise que ça marchait bien quand on a testé tout à l'heure. On a testé, ça avait l'air de marcher. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est un peu fort, hein? Peut-être sortir de la présentation sur PowerPoint. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Arrêter la présentation. Eh bien, on coupera en montage. Échappe. Alors. Non. Je vais revenir comme ça. C'est peut-être bien, on voit votre présentation. On est bon? On est bon. Et est-ce que ça défile? Voilà, donc on peut bouger. Excusez-moi. Donc, juste 2 mots sur l'association The Shift Project que vous connaissez peut-être, hein, mais c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2010 et qui a pour objectif d'éclairer et d'influencer les débats sur la transition énergétique. Donc, c'est une équipe avec un bureau présidé par Jean-Marc Jancovici, une petite équipe de salariés d'une 20aine de personnes, et puis des chefs de projet dont moi je fais partie, qui sont des experts sectoriels et qui donc travaillent ponctuellement avec l'association pour produire différents rapports sur leur sujet de compétences. Et très important, une très grosse aura et capacité d'action et d'influence via 25 000 bénévoles qui sont regroupés au sein d'une association qu'on appelle les shifters. Peut-être certains d'entre vous en font partie parce que c'est vraiment très, très généralement répandu, diffusé. Donc, une des spécificités du shift, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr d'abord ce à quoi on pense en premier, c'est le climat, les émissions de CO2 et cette première contrainte qui est de absolument réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il y a une deuxième contrainte énergie, donc qui tient particulièrement à la question de la production de pétrole,
avec notamment la production de pétrole conventionnel qui est passée par un maximum en 2008 et qui décline. Donc il y a une contrainte spécifique aussi de raréfaction des ressources fossiles. Il faut qu'on gère. Donc depuis 2010, il y a eu des dizaines de rapports produits, vous pouvez aller voir sur le site. Il y a pas mal de sujets qui ont été abordés et tout est évidemment disponible et dans le domaine public. Et puis, vous avez une démarche particulière qui a donné lieu notamment à un livre qu'on trouve en librairie qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie française ». Le plan de transformation, il a été amorcé en mai 2020, donc en période de confinement, de sortie de confinement. L'objectif, c'est de pouvoir rendre l'économie française moins carbonée. Donc, ça, c'est toujours le même objectif, mais de manière assez construite et structurée, en essayant d'aborder tous les pans de l'économie et en faisant déjà le portrait, le bilan carbone de la situation actuelle, ce qui, selon les secteurs, est plus ou moins classique, on va dire. Il y en a qui n'ont pas trop l'habitude de faire ça. Et puis, d'aller chercher des solutions, des leviers pour respecter les accords de Paris, ce qui suppose de baisser de 5% nos émissions par an entre maintenant et 2020, et 2050, pardon. Donc, en gros, entre 2020 et 2050. Donc, voilà. Il y a même un site spécifique, il nous faut un plan. Et vous devez, si vous tapez ça, vous devez vous retrouver automatiquement dans un répertoire du Shift Project dédié à cette question. Donc, on est sur une vision physique de l'économie. On ne traite pas de manière habituelle, on s'abstient assez largement de préconisations sur le volet purement financier et le financement de ces transitions. En revanche, on s'attache à décrire le mieux possible l'état physique des secteurs et notamment les besoins de ressources d'énergie, mais pas seulement, aussi des ressources matières, et puis de compétences humaines. Il y a tout un volet dédié à la transition des métiers, des compétences humaines. Et donc, classiquement, on a, en tout cas classiquement pour la mobilité, on a des secteurs dédiés l'un au transport de marchandises et puis deux dédiés à la mobilité des voyageurs, ce qui est moins classique d'ailleurs de séparer en deux parties. Mais vu les motivations assez différentes des déplacements dans ces deux catégories, on a traité ça en deux volets distincts. Comme vous savez, bon, les transports, c'est là vous avez un petit graphique qui reprend l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc on est à presque 10 tonnes par personne et le transport, c'est le premier poste d'émission. Donc c'est évidemment incontournable de se pencher de manière approfondie sur cette question des transports. Ça, c'est un autre graphique, c'est les émissions du CITEPA. Donc, on n'est plus par personne, on est au niveau national. Et vous retrouvez le fait que les transports pèsent pour 30% des émissions carbone. C'est un chiffre que vous avez en tête, qui est assez... 30% a tendance à croître d'une année sur l'autre parce que là où tous les secteurs ont diminué leurs émissions, les transports, c'est quasiment stationnaire. Donc, la part des transports a tendance à augmenter. Donc, je vous présente un petit peu le rapport là, que j'ai été amenée à produire. Là, ça fait maintenant juste 2 ans. On a intitulé « Voyager bas carbone », qui était donc le volet mobilité longue distance du plan de transformation de l'économie française. On s'est appuyé sur l'enquête mobilité des personnes 2018-2019, c'est une grosse enquête nationale qui a lieu en gros une fois tous les 10 ans. Et là, par chance, elle avait été menée juste avant crise sanitaire. Donc, on a un portrait de la mobilité des Français. Donc, première chose, déjà, on est sur les Français, on ne tient pas compte des clientèles internationales. Hein. Et on a donc ce portrait de la mobilité qui distingue justement les voyages à plus de 80 km à vol d'oiseau du domicile, donc en gros 100 km par routière ou ferroviaire, des déplacements courts. Donc, on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour décrire la situation actuelle. Donc, on a 6 voyages par an
2 mois, 7620 km parcourus. Très intéressant, surtout dans les enquêtes, on a les motifs, évidemment, des déplacements. Donc là, on est en déplacement et pas en déplacement kilomètre, hein, on n'a pas de pondération par les kilomètres. Et vous voyez donc la structure assez équilibrée entre la visite à la famille, aux amis, les vacances, les déplacements professionnels, à peu près 20%. Et puis, on a d'autres loisirs, y compris des déplacements sur la journée, des excursions. La voiture qui reste le premier mode de déplacement, hein, 72% des voyages. Une fois encore, là, on n'est pas en kilomètres, hein, on est vraiment en nombre de déplacements. Et puis, bon, on peut faire plein d'autres choses, notamment regarder les croiser avec les niveaux de revenus, ce qui nous permet de voir ce qu'on sait assez bien, hein, c'est que les déplacements sont quand même très, très liés aux revenus, que les premiers déciles de revenus, ceux qui concernent les ménages qui ont le moins de revenus, sont à peu près 5 fois inférieurs au dernier décile en termes de nombre de kilomètres parcourus par personne et par an. Il y a aussi l'évolution en 10 ans, puisque l'enquête précédente, c'était 10 ans avant, et on constate que le nombre de déplacements est stable, mais que les distances se sont allongées, avec notamment une explosion de l'aérien, et on sait que c'est le low cost qui est derrière. Hein. Voilà, donc les déplacements des Français en avion ont énormément augmenté sur la décennie. Après, donc, à partir de ces données-là, on va faire un bilan carbone. Donc, on passe par des consommations unitaires des modes, notamment beaucoup de données qui sont de source ADEME. Hein. Vous voyez déjà, au bout du graphique, c'est assez intéressant de voir que la voiture électrique, par rapport au train électrique, c'est le TGV en l'occurrence, reste beaucoup plus consommatrice d'énergie. Donc, il y a toujours un intérêt à faire du report modal, même si on était avec un parc de voitures à 100% électrique, ça resterait intéressant de faire du train. Bon, voilà, avec une explication qu'on peut visualiser sur cette photo qui est vraiment inhérente à la technique ferroviaire, hein, roue-rail, où on a extrêmement peu de frottement. Donc, on n'a pas non plus le problème de frottement des pneus sur la chaussée, qui est pas apprécié dans le genre d'approche que nous avons eu et qui est classiquement celle des bilans carbone, mais qui est quand même, qui existe, hein, qui est connu. Voilà, donc ça derrière, le deuxième graphique en dessous, c'est juste le contenu en carbone des différentes énergies, hein, qui le fait. Donc, plus l'énergie est décarbonée, l'énergie électrique est décarbonée, meilleurs sont les véhicules électriques par rapport aux thermiques. Donc, les véhicules électriques creusent l'écart par rapport aux émissions de l'avion ou de la voiture essence et diesel. Vous voyez sur ce. On est vraiment en émission de transport. Hein. On n'est pas du tout sur les infrastructures. Et avec ça, on peut faire le graphique que vous voyez là. Donc, on a les déplacements, on a les distances parcourues. Alors, je ne vous ai pas mis les graphiques où on voit que l'avion et puis les déplacements de vacances, quand on tient compte des kilomètres, modifient complètement leur part à l'intérieur de ces transports. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on change vraiment les choses si on tient compte des distances parcourues, puisque les distances parcourues en avion sont très importantes. C'est ce qui vous explique que vous voyez tout en haut du graphique, du premier graphique, il y a 2%, c'est la part de l'avion long courrier dans les déplacements. Ce 2% devient 8% si on tient compte des distances. Et puis, ça fait 32%, que ce soit en énergie consommée ou en émissions de carbone. Donc, on a donc un tiers des émissions de carbone, d'équivalent carbone, qui sont dues à l'aviation longue distance sur 41 millions de tonnes de CO2. Donc, l'objectif, c'était de faire décroître ça de 5% par an jusqu'en 2050. Je vais passer rapidement sur les leviers parce que je pense que d'autres intervenantes vont aussi apporter des éléments là-dessus. Nous, on a
On a fait un mix de solutions, donc il y a à la fois un peu de technique, hein. La technologie ne peut pas tout, ça c'est un des enseignements importants. La techno ne peut pas tout, mais elle est quand même présente, hein, dans le scénario. Donc déjà on passe en voiture électrique, mais également il faut qu'elle soit économe, peu puissante. Donc la vitesse limitée à 110 sur autoroute ferait logiquement partie du scénario, car elle pousse à avoir des voitures pas trop puissantes. Et elle économise de l'énergie. Les équipements touristiques adaptés pour le train. On a évidemment une préconisation de développement important du train, puisqu'il y a un gap très très important en termes d'impact carbone entre le train et puis l'avion et la voiture, même si le gap est moins important si la voiture est électrique, hein. Mais pour les vols long courriers, pour lesquels la techno finalement il y a des possibilités de carburants de nouvelle génération, mais qui sont soit produits à partir de la biomasse qui est limitée en quantité, ce qu'on voit par un bouclage au niveau général, hein, de l'ensemble de l'économie, soit par des techniques extrêmement consommatrices d'électricité. Donc, oui, il y a des évolutions technologiques, mais non, ça ne permet pas de s'abstenir d'un effort de sobriété important. Et puis, donc, voilà, tout le volet développement du tourisme est très important. Finalement, on a eu beaucoup d'échanges d'ailleurs avec les acteurs du tourisme au cours de la période de gestation de notre rapport. Ça a été très intéressant, on les remercie encore parce qu'ils se sont bien emparés du sujet. Et on a et on continue, voilà, notamment aujourd'hui avec votre sollicitation, à avoir pas mal d'échanges à l'intérieur du secteur sur ces questions. Bon, là, je vous montre juste, c'est un peu technique, mais que finalement, en termes de sobriété, on diminue un peu les trafics en kilomètres parcourus, mais pas tant que ça. Et puis là où on a aujourd'hui deux très gros modes de transport qui font chacun à peu près 42-43%, donc un total de 85% à deux, on a un truc plus équilibré avec à peu près un tiers de voiture, un tiers de train et un tiers d'avion. Voilà, bon, je vous passe ça. De toute façon, vous pouvez consulter le rapport si vous voulez. Alors, un autre rapport qui est plus spécifiquement sur le tourisme, parce que nous, on n'était pas rentrés par le tourisme, mais par le transport. C'est le rapport de l'ADEME d'avril 2021, que vous connaissez peut-être, hein, bilan des émissions du gaz à effet de serre du secteur du tourisme. Donc là, on inclut les touristes internationaux en France. Donc c'est un périmètre plus large que celui qu'avait analysé le Swift Project. On est à 118 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. On a donc plus des trois quarts quand même qui sont liés au transport, ce qui fait que rentrer dans le sujet par les transports est quand même pas si bête que ça, hein. Donc 77% liés au transport, y compris des parcours locaux et y compris aussi de la construction d'infrastructures. Donc c'est assez complet en termes de périmètre. Vous avez l'avion qui représente à lui seul 41% des émissions, donc plus de la moitié, hein, des 77% en question, c'est l'avion. Et puis il y a bien sûr l'hébergement, la restauration. C'est assez, enfin c'est même très intéressant comme rapport, et vous le connaissez sans doute, et c'est très complet en termes de périmètre. Juste deux mots de l'actualité où nous en sommes en 2024, puisque que ce soit le rapport de l'ADEME ou notre rapport au Shift Project, c'était vraiment la photo de la situation avant crise sanitaire. Donc on sait qu'on a eu un gros trou d'air derrière et puis que ça remonte. On a quand même un trafic automobile qui a légèrement décru cette année, donc peut-être prix élevé du carburant, d'autres sources, d'autres raisons aussi. Peut-être à mettre en lien aussi avec le fait que le trafic ferroviaire a progressé, même s'il est beaucoup plus petit, hein, le trafic ferroviaire, mais plus 6% en 2023 pour les trafics TGV, plus 8% pour le TER, notamment les régions de l'ouest de la France, hein, que ce soit Bretagne, Occitanie, et puis chez vous aussi en Nouvelle-Aquitaine, il y a des taux de croissance très élevés. Donc, ça peut jouer aussi. Et puis on note que cette croissance du trafic TER, elle est très tirée par l'occasionnel, qui représente 60% du trafic, c'est en augmentation constante et 80% des recettes. Donc on va peut-être avoir des régions de plus en plus motivées par le côté capacité du train à faire accéder les populations
aux activités de loisirs et touristiques, hein, parce qu'elles étaient traditionnellement orientées beaucoup sur le domicile-travail, domicile. Le trafic aérien, lui, il est revenu à son niveau vide. Donc ça, c'est un truc qu'on suit au mois le mois, hein, parce que ça remonte, et on est à fin avril 2024, on serait donc à 96% du niveau pré-Covid, et pour l'international, on est au-delà. Il y a même des pays, l'Espagne et l'Italie, on est au-delà de 110%, donc on est vraiment revenu au-dessus, ce qui veut dire que sans doute l'image qu'on avait en 2019, elle n'est pas si mauvaise pour apprécier la situation actuelle, vu le retour à ces niveaux-là. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je souhaitais vous donner en intro. Je ne sais pas si, en termes de chiffres, de situation, de l'impact carbone du tourisme, vous vous y retrouvez. C'est parfait, merci beaucoup Béatrice Jarige. C'est très clair. Alors, on va couper le micro de l'autre côté, voilà, ça faisait de l'écho. Donc, merci pour cette intervention, pour ces premiers éléments. Donc, on comprend que voilà, le transport, c'est quand même un gros levier. Et puis, il y a évidemment la question de l'avion. Je vais me tourner dans la salle maintenant. Donc, est-ce que je pourrais avoir un deuxième micro? Hop, merci beaucoup. Vers Caroline Mignon. En réponse à ces enjeux, mais peut-être aussi les autres enjeux qui n'ont pas été évoqués, notamment sociaux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du tourisme durable, ou même, je crois, comme vous aimez le dire, du développement durable du tourisme? Oui, merci. Effectivement, aujourd'hui, qui n'en parle pas du tourisme durable? C'est vrai qu'on est très sollicité, on en parle beaucoup, on s'en réjouit plutôt, mais je préfère parler, comme vous l'avez dit, du développement durable du tourisme, parce que ce dont il s'agit, c'est pas tant de faire croître une partie du tourisme qu'on appellerait tourisme durable, une genre de niche, mais bien de transformer une industrie dans sa globalité, donc de transformer l'industrie du tourisme vers une meilleure soutenabilité de cette industrie-là, pour l'environnement, au sens très large d'une part, et une meilleure soutenabilité pour les hommes aussi. Et effectivement, que ce soit qu'on parle des touristes eux-mêmes ou des voyageurs, ou qu'on parle des habitants et des gens qui accueillent les touristes. Donc il y a vraiment ces deux notions-là. Donc nous, acteurs du tourisme durable, donc on n'est plus comme on était il y a 10-15 ans, on était un peu les empêcheurs de tourner en rond, on était un peu les écolos de service. Alors, on y a encore droit de temps en temps à ça, mais on était un peu aussi ceux par qui l'ennui, le chômage, parce qu'on nous faisait un peu de chantage à l'emploi, ou la disparition de notre secteur arriverait. C'était un peu tout ça qu'on était il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on est très invités à s'exprimer, la preuve aujourd'hui, et on s'en réjouit. Notre mission à l'association, donc l'association aujourd'hui regroupe près de 300 membres, dont VVF, qui est représenté par Grégoire en notre sein, au conseil d'administration et au bureau d'acteurs du tourisme durable. Donc 300 adhérents partout en France, un petit peu en francophonie et à l'étranger. 4 missions principales très rapidement: fédérer ces acteurs-là, leur permettre de se rencontrer, notamment au cours des universités du tourisme durable, valoriser leurs bonnes pratiques pour en inspirer d'autres, produire de l'expertise, j'en reparlerai plus tard, et puis porter un plaidoyer en faveur de cette soutenabilité du secteur du tourisme. Donc globalement, où est-ce qu'on en est? Les pros, professionnels, les territoires, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus conscients de la nécessité de faire évoluer leur secteur, parce que c'est un secteur qui concentre beaucoup de critiques, fondées ou moins fondées. Et c'est un secteur qui est désigné comme responsable de beaucoup de maux MAUX. Et ces mots-là, donc l'empreinte carbone forte, Béatrice vient d'en parler, une surconsommation des ressources, hein, on parle de l'eau, notamment en montagne, avec les canons à neige, la surpêche, la consommation d'espace, etc. On est aussi vu comme responsable de la destruction d'espaces naturels, de la gentrification des centres-villes. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de mots qui sont, pour lesquels on pointe le tourisme à tort ou à raison. Mais voilà, on en est là. Certains pensent aujourd'hui que faire évoluer l'image sera suffisant pour apaiser les critiques.
On voit un peu de greenwashing, on ne va pas s'en cacher. Des structures touristiques qui vont verdir un peu leur image, mais finalement, dans le fond, qui ne changent pas vraiment leur pratique, donc qui apaisent les critiques ou les remords de certains touristes à se dire ah, je vais encore voyager loin, etc. Bon, le fait d'améliorer l'image apaise ça. Et puis, il y en a d'autres qui entrent dans une véritable mutation de leur pratique. Et moi, je dirais qu'on en est là. Donc, il y a une envie de bien faire qui est là de plus en plus parce qu'on se rend compte dans notre secteur de la limite qu'imposent les enjeux climatiques et sociaux à la croissance du tourisme. Béatrice l'a très bien dit, c'est pas on y croit, on n'y croit pas, on est sceptique ou pas, les chiffres sont là, les scientifiques le disent, c'est très clair. On a atteint des pics en termes d'énergie, on atteint des sommets en termes d'empreinte carbone, on a un plan national de décarbonation, 5% par an jusqu'en 2050. On doit, en tant qu'acteur du tourisme, faire notre part dans cette décarbonation. Les gens, globalement, professionnels du tourisme ou citoyens consommateurs, sont de plus en plus conscients que le tourisme, contrairement à d'autres secteurs comme l'agriculture, la santé ou le logement décent, ne sera pas, et j'irais même jusqu'à dire ne devra pas être l'activité à épargner prioritairement dans les conflits d'usage ou autres. Donc ça, il faut être très conscient que notre activité, qu'une activité bien entendu nécessaire parce qu'elle apporte, pour tous les bienfaits qu'elle apporte, mais qui est une activité qui ne sera pas la première à être épargnée par les restrictions. Voilà, donc en responsabilité, ils savent qu'il leur faut modifier leur pratique vraiment, pas que de la verdir, et ils savent aussi qu'il faut sensibiliser leurs clients à les suivre dans cette voie-là. Quand ce n'est pas l'inverse, c'est aussi parfois de plus en plus les clients et consommateurs qui vont attendre des professionnels qu'ils intègrent ces questions-là. Donc, où on en est, sinon, je voulais dire aussi en termes de, globalement, de manière très pratico-pratique, on a bénéficié d'un soutien de l'État ces dernières années. On a bénéficié de gros coups de projecteur, Béatrice les a cités, le BGES, donc le bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme qui a été réalisé par l'ADEME en 2021, le rapport du Shift Project sur la mobilité longue distance qui a permis de mettre aussi le coup de projecteur là-dessus. On a bénéficié d'un soutien de l'État politique parce que, à travers le plan Destination France qui a désigné comme objectif de faire de la France la première destination de tourisme durable, un soutien financier et logistique, notamment à travers le fonds tourisme durable, dont on a dit par contre que 2024 serait probablement la dernière année, alors qu'on a encore de gros besoins en matière de formation, d'accompagnement et d'investissement. Donc selon moi, les 4 défis majeurs qui persistent, et je m'en arrêterai là après pour cette partie un petit peu introductive, je reviendrai pour d'autres questions, 4 défis majeurs qui persistent. L'observation du tourisme durable, parce que c'est bien beau de vouloir être la première destination mondiale de tourisme durable, mais encore faudrait-il savoir sur quel indicateur on se base pour le mesurer. Donc comment est-ce qu'on peut savoir comment évoluent les pratiques quand on n'a pas d'indicateur qui soit unanimement reconnu et partagé? C'est une question que je pose. On a beaucoup de bonnes pratiques qui existent, portées par des professionnels ou portées par des territoires qui sont bien promus, mais qui sont malheureusement encore trop peu mutualisées. Donc, ce qui entraîne de refaire la même chose sur le territoire ou dans la structure d'à côté. Donc, c'est quand même beaucoup de pertes de temps, d'argent, etc. Donc, ça gagnerait de plus mutualiser. On en parlait hier, le poids de la tendance et de la mode qui pèse encore bien plus dans la balance que la conscience écologique et sociale. Et c'est souvent ce poids de la tendance et de la mode qui est responsable de ce qu'on appellera surfréquentation ou de mauvaises conditions de travail. Parce que quand on part loin en avion pour 300 € la semaine, il ne faut pas se leurrer, c'est bien que les conditions de travail des gens qui vont nous accueillir sont très certainement et sans aucun doute exécrables sur place. En parlant de mode, je voulais citer une étude qui a été réalisée par Booking en 2023, dans laquelle 61% des sondés recherchent avant tout une destination proposant de beaux paysages qu'ils pourront prendre en photo et publier sur leurs réseaux sociaux. Donc 60% des gens partent en vacances en fonction du potentiel instagrammable de leur destination. Je vous laisse avoir une réflexion là-dessus. Moi, j'ai trouvé un petit jeu de mots qui m'a amusé en le trouvant. Je disais, on est un peu loin de la motivation écologique, on est plutôt dans une motivation égologique.
Voilà. Et quatrième gros défi dont on a parlé un petit peu hier, à relever pour moi, c'est cette part croissante des Français qui ne partent pas en vacances. Et je me permets de dire ça parce que je tiens profondément à ce qu'on puisse rapprocher toujours plus les questions de durabilité des questions de tourisme social, au risque sinon de faire du tourisme durable quelque chose de très élitiste qui sera passé complètement à côté de ses objectifs. Parce que si ce n'est pas la totalité du secteur et la totalité des voyageurs et des touristes qu'on sensibilise à ces questions-là, on n'aura pas réussi notre défi. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, j'entends que donc à la question, c'est plutôt que l'offre durable progresse, mais en effet, il y a aussi des enjeux qu'il ne faut pas qu'on oublie. J'avais d'autres questions, mais on verra peut-être plutôt en fin de table ronde si on a le temps. Oui, j'ai encore plein de choses à raconter. Ben, j'en doute pas. Je vais passer le micro à Aurélie Loub, parce que je sais qu'au CRT Nouvelle-Aquitaine, vous avez beaucoup travaillé, peut-être on revient un petit peu sur la question du carbone, vous avez beaucoup travaillé sur la question du bas carbone, à la fois dans la mesure et dans la création de l'offre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette démarche, comment est-ce qu'elle est arrivée, quels ont été un petit peu les points d'achoppement peut-être que vous avez rencontrés dans cette démarche ? Merci. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Caroline, hein, on en parle beaucoup et on a beaucoup évolué et tous les acteurs, je pense, sont sensibilisés et même en marche, donc dont le CRT Nouvelle-Aquitaine. Alors on avait un terrain plutôt favorable parce qu'il y avait, mais il y avait déjà une ambition politique forte en Nouvelle-Aquitaine, de faire de la Nouvelle-Aquitaine une destination de premier plan en termes de tourisme durable. C'était inscrit dès 2018 dans le schéma régional de développement touristique et des loisirs, conforté par la feuille de route Néo-Terrain, qui est une feuille de route régionale systémique d'accélération des transitions, qui n'est pas propre au tourisme, qui est vraiment dans toutes les politiques publiques portées par la région. Et donc le CRT s'est inscrit naturellement dans cette voie. Le CRT a été labellisé RSE niveau engagé par la FNOR dès 2021. C'est vrai que maintenant c'est un peu plus courant, mais il y a 3-4 ans c'était encore assez nouveau. Donc on avait une volonté politique, on avait une volonté interne d'évoluer, de faire bouger nos stratégies. On a lancé en 2021 une étude sur le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine qui portait à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc sur la demande, Béatrice nous précisera parce que je pense que ces données sont plus complètes et plus larges surtout que les nôtres. Donc à partir de ce socle-là, on s'est appuyé aussi beaucoup sur les données de l'ADEME, le rapport qu'évoquait Béatrice tout à l'heure, le rapport 2021 sur le poids carbone du tourisme en France, sur le fameux rapport du Shift Project sur le voyage, même si ce n'est pas propre au tourisme, c'est plutôt le voyage et le transport. Voilà, tout ça nous a amené à nous dire on a une volonté politique interne et une nécessité sociétale de transformer notre stratégie, de transformer notre action. Comment on s'y prend ? On a tout un tas de données, sauf que nous, sur les données de Nouvelle-Aquitaine, comment on agit ? Et je rebondis et ça me fait plaisir parce que Caroline dit la première des choses, c'est observer. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a monté le premier calculateur carbone régional du tourisme pour être en mesure d'avoir des données sur le bilan carbone du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Et l'avantage de cet outil, c'est que c'est non seulement un calculateur, mais c'est aussi un simulateur. Donc, il nous permet, il a 3 objectifs, hein, c'est de définir, caractériser vraiment quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les origines, voilà, parce qu'on avait les données à l'échelle nationale, mais on va voir que ce n'est pas les mêmes à l'échelle régionale. De pouvoir suivre une trajectoire, parce que c'est bien d'avoir un temps zéro, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir le suivre dans le temps, et surtout de pouvoir anticiper l'impact de nos actions. Parce que sur ce simulateur, ce calculateur, il fonctionne avec l'analyse de 40 000 séjours en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des données 2019. Et alors, effectivement, j'ai un peu envie de dire malheureusement, mais les caractéristiques, elles sont revenues les mêmes en termes de transport que pré-Covid. Donc, c'est des données qui sont fiables. Et on a tout sur les données de transport, de comportement, d'achat, de composition, d'origine des clientèles. Voilà, on a des données extrêmement fines. On est aussi une région, on a la chance d'avoir un observatoire touristique qui est très poussé. Donc, on a analysé tout ça, croisé avec d'autres sources de données, notamment de l'ADEME. C'était un
une action cofinancée et accompagnée par l'ADEME. Et donc, ça nous permet d'avoir non seulement des données très fines sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur le poids touristique. Donc, on peut croiser, et c'est au cœur de la thématique de ce matin, c'est bien pas une approche qui est simplement carbone, mais il ne faut pas oublier qu'on est une activité touristique économique, avec des retombées économiques qui sont des bienfaits sur les territoires. Et donc, ça permet d'anticiper pour chacune des actions et des leviers, quels vont être l'impact en termes de réduction de carbone, mais aussi l'impact en termes de réduction ou d'augmentation de nuitées et donc de retombées économiques. Parce qu'autrement, c'est assez facile, on réduit drastiquement, on coupe l'aérien, et puis voilà, sauf que ça réduit la fréquentation étrangère, qui est celle qui crée le plus d'emplois, etc. Et donc, on a cet outil qui nous permet d'avoir donc on a tout le bilan et déjà c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet on sait qu'on a 8,9 millions de tonnes de CO2 qui sont dues au tourisme en Nouvelle-Aquitaine. C'est l'équivalent de la consommation de 900 000 Français, donc plus que la métropole de Bordeaux. Voilà, c'est le poids du tourisme en termes carbone. Ça nous a permis aussi de voir les différents postes. Alors, on a vu qu'en France, le transport, c'était 77%. En Nouvelle-Aquitaine, c'est 56%. Parce qu'on a moins d'aériens. On voit aussi que le poids de l'hébergement, il est moindre qu'en France, parce qu'on a une grande région d'hôtellerie de plein air, et le poids carbone de l'hôtellerie de plein air, il est plus faible que le poids des hébergements qui ont du patrimoine, qui ont du bâti, et notamment de l'hôtellerie. Moi, un fait qui m'a surpris, le poids de la restauration. C'est pas que les restaurants, c'est toute la restauration, c'est 15%. C'est énorme, alors que l'hébergement n'est qu'à 9%. Et c'est un secteur où on fait rien. Autant on agit sur la rénovation énergétique des bâtiments, beaucoup sur le transport, et je vais y revenir. Et là, on se dit, du coup, il faut qu'on s'interroge sur comment on peut agir. Alors, on n'a pas tout entrepris, loin de là, mais ça nous permet de voir là où il faut porter notre action et là où il faut porter notre attention. Donc, on a des surprises comme ça. L'achat de biens et d'équipements touristiques, c'est aussi énorme. Tout l'achat des souvenirs, toutes les consommations annexes, ça pèse aussi très lourd, et c'est aussi un secteur où on ne porte pas notre attention au premier abord. Donc la première, voilà, pour en dire une fois de plus ce que disait Caroline, c'est d'observer, d'objectiver. Donc on objective. On va pouvoir, là on est en train de refaire une enquête de clientèle 2024-2025 qui va nous permettre d'avoir les données pour réinjecter dans notre outil et pouvoir voir si on espère du coup baisser nos émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2025. Et ça nous permet de faire des simulations. Et c'est là où c'est intéressant parce que, et en même temps stimulant, mais il faut avoir de l'énergie, c'est le cas de le dire, parce que c'est très dur d'arriver à baisser. L'objectif de 5%, on peut y arriver une année parce qu'on va faire beaucoup d'efforts, mais 5% par an, c'est extrêmement difficile et c'est surtout multifactoriel. Oui, on voit qu'il faut agir sur le transport, mais on se rend compte qu'il faut agir sur tout. Alors, sauf si on se dit qu'on est prêt à dégrader considérablement les retombées économiques, ce qui n'est évidemment pas le cas dans une région, alors c'est le cas, on l'a vu du poids en France, mais dans une région où c'est la première activité économique avec l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc on peut pas se permettre, c'est 142 000 emplois. Donc l'objectif, c'est de garder un équilibre. On est plutôt sur un objectif de maintien des emplois. On est prêt à réduire un peu la fréquentation si ça maintient les emplois. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça, cet équilibre, Et donc, on voit qu'il y a évidemment, c'est multisectoriel. Si on arrivait, par exemple, on a fait des simulations, à transformer 10% des accès en voiture vers le train, c'est déjà énorme, 10%, et c'est seulement 2% des émissions de gaz à effet de serre. Si on augmente la performance, la consommation énergétique de l'hébergement touristique, c'est 1%. Il y a un très gros levier, c'est l'allongement des séjours. On a une durée moyenne de séjour de 6,2 nuits en Nouvelle-Aquitaine. Si on passait à 8, là on fait un bond. On baisse de 10% les émissions de gaz à effet de serre. Et cet outil nous permet de voir où on doit porter nos actions. Donc il y a des actions derrière qui sont à notre main sur la promotion touristique, mais on va aussi évidemment voir la région sur la performance énergétique des bâtiments, bien sûr le transport. Et ça nous a amené du coup à se dire qu'on va faire une feuille de route de l'écomobilité touristique en Nouvelle-Aquitaine. On a signé la convention avec l'ADEME cette semaine pour pouvoir mener cette feuille de route avec un soutien financier et technique de l'ADEME. Donc on a avec nous la SNCF, on a avec nous la région bien sûr, Nouvelle-Aquitaine Mobilité qui est l'opérateur des mobilités de
de toutes les collectivités de Nouvelle-Aquitaine, et pour réussir donc à favoriser ce report modal, pour réussir aussi, on a une ambition de pouvoir travailler sur le développement des trains touristiques internationaux. On a la ligne Francfort-Bordeaux qui a ouvert l'année dernière en ligne saisonnière, carton plein. Alors on a des données, on n'a pas de données. Ça c'est je lance un appel à la SNCF et à la Deutsche Bahn, c'est qu'on n'a pas on sait que c'était plein, on avait des données de réservation, mais pour avoir des données fines, c'est très difficile. Et c'est très difficile pour arriver à travailler aussi avec ces opérateurs ferroviaires nationaux. On voulait faire des enquêtes à bord pour savoir, une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. On voulait leur proposer des séjours ensuite zéro carbone, avec soit du véhicule électrique, soit du transport en train, etc. On n'a pas été en capacité d'apporter de l'information à ces clientèles-là. Donc on a du boulot sur la mutualisation, comme tu disais Caroline, et sur le décloisonnement entre les acteurs de la mobilité et les acteurs du tourisme. Ça vient. On sent une transformation là depuis 1 ou 2 ans, mais ça c'est un énorme levier aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence des clientèles. On sait que les trains étaient complets, mais il y a besoin de plus décloisonner, il y a besoin de favoriser ça. Et nous, acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, mais on travaille avec la région Centre-Val-de-Loire aussi sur ce sujet-là, d'aller voir les opérateurs ferroviaires nationaux, que ce soit en France, SNCF ou Deutsche Bahn ou Renfe ou Alitalia, mais aussi les nouveaux entrants, puisqu'il y a des nouveaux entrants qui arrivent, notamment la compagnie Le Train avec qui on a entamé des discussions, pour leur dire on peut vous soutenir si vous ouvrez des lignes, par de l'allotement, par de l'apport de services à vos clientèles, sur de la continuité dans l'intermodalité sur une fois ce qu'ils vont faire avant, sur l'expérience à bord, de faire en sorte que le voyage commence à bord du train. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc voilà, tout ça, d'avoir une vision fine nous permet de voir où on porte nos actions et de voir, effectivement, Béatrice le disait très bien, le poids de la mobilité, et donc de pouvoir agir sur, en l'occurrence, une feuille de route sur la mobilité. La suite aussi, c'est effectivement d'arriver à définir des trajectoires carbone à l'échelle régionale, mais aussi aux échelles locales. Parce qu'il faut qu'il y ait des choses que la région va pouvoir faire, mais agir sur la restauration, par exemple, les circuits courts, changer les cartes, mettre plus de végétariens, de véganes, etc. C'est plutôt une action locale, plutôt qu'une action régionale. Et donc, on a la chance, ce calculateur, je ne l'ai pas dit, mais il peut avoir il a des données régionales, mais aussi des données très fines, par filière, et jusqu'à l'EPCI. Donc jusqu'à l'intercommunalité. Et donc, notre idée, c'est de pouvoir, avec le soutien de l'ADEME, ce sera le coup d'après les écomobilités, définir des trajectoires carbone, c'est-à-dire vraiment les plans d'action très fins sur qu'est-ce que vous devez faire, vous, territoire, conjugué aux actions nationales et régionales, pour atteindre ces moins 5% par an. Et pour ça, les aider, du coup, au-delà de leur bilan carbone, à dire mais quelle action je peux mettre après. Donc, voilà, à partir de ces données-là, d'avoir vraiment des plans d'action, non seulement de la région, mais on a mis à disposition les données à tous les départements, et on travaille avec les EPCI qui sont venus vers nous à la suite de ça pour les aider dans cette logique-là. Donc ça, c'était notre première grande action. Voilà, c'est un travail lourd et compliqué, et coûteux aussi en temps homme et en budget, mais qui nous a permis de dresser nos feuilles de route. Et on a une deuxième action un peu totémique qui sont la création d'une gamme de séjours bas carbone en Nouvelle-Aquitaine et qui là répond à l'objectif qu'évoquait Béatrice tout à l'heure de développer le tourisme de proximité bas carbone. On a bien vu que si on a un report modal de vers le train, ça a un impact tout de suite, un impact très positif. Et donc, on s'est dit qu'il y avait plusieurs freins. Donc, il y a un frein sur le coût, un frein sur l'accès à l'offre. J'espère que la technique n'est pas un frein, qu'elle ne va pas nous lâcher là. Et on s'est dit qu'il fallait, et dans l'étude qu'on a fait en 2021 sur le tourisme durable, il y avait un gros frein à plus de 20%. C'était une envie du consommateur d'aller vers un tourisme, un séjour plus responsable, mais c'est je ne sais pas où le trouver, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas comment y accéder. C'est l'accès à cette offre-là. Donc on s'est dit, on va modéliser des offres et surtout, on va leur donner de la visibilité. Et donc, on a travaillé avec l'ADEME un référentiel de séjour bas carbone qui tient, où il y a 5 familles sur la mobilité, bien sûr, la consommation sur place, les conditions sociales aussi, sur de l'hébergement sur place, les circuits courts, etc. Et
Et on a commencé à créer avec 2 territoires d'expérimentation. Ça aussi, j'y crois beaucoup. Avant la mutualisation, il y a l'expérimentation. Ensuite, le fait de disséminer ces expérimentations. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup et qu'on donne nos référentiels. Le bilan carbone, je ne l'ai pas dit, mais je voulais le dire pour rebondir sur tes propos. Dès le début, on était d'accord avec l'ADEME sur le fait de le mettre à disposition de nos collègues. J'ai fait des réunions avec tous les autres CRT. Je leur dis, la techno est développée, appropriez-la vous, et l'ADEME se les repris à l'échelle nationale pour le mettre à disposition de toutes les régions. Ça, c'était vraiment un parti pris de notre part dès le début, de pouvoir mutualiser et de ne pas repayer ce qui avait déjà été payé. Et c'est pareil sur l'idée des séjours bas carbone. Donc, on a travaillé avec 2 territoires d'expérimentation, Bordeaux-Gironde et le Pays Basque. On a commencé par créer une dizaine de séjours et on s'est basé sur l'expérimentation qui avait été développée en Bretagne, vacances en voiture. Et sauf que l'écueil qu'ils ont rencontré, c'est que du coup, ils ont travaillé entre institutionnels et que c'est resté sur les pages de leur site internet. Et on sait tous, je suis la première à le dire, même si c'est mon boulot, que les visiteurs, les touristes ne viennent pas sur les sites des institutionnels, un peu des offices de tourisme, mais très peu des CRT, et que donc, ce n'était pas l'endroit où il fallait être. Et donc, on a travaillé en parallèle avec les institutionnels et avec les professionnels du voyage, les voyagistes. On a lancé une bouteille à la mer, en fait, au réseau ATR et ATS, et c'est le réseau ATR qui a Agir pour un tourisme responsable, qui s'est porté volontaire avec le groupe Voyageurs du Monde, et on a travaillé comme ça avec Alibert Trekking, Chamina Voyage, Voyageurs du Monde, et on a travaillé du coup sur remodéliser des séjours qu'ils avaient en catalogue ou créer des nouveaux séjours sur des territoires où ils n'allaient pas. Et notamment parce que le coût de production était très lourd pour un opérateur économique. Aller sur le territoire, sourcer des partenaires qui peuvent faire du transport de bagages, qui peuvent aller chercher les clientèles à la gare, trouver l'opérateur local qui va pouvoir faire l'acheminement de la gare, etc. Et donc, on les a aidés à sourcer, fait le lien entre local et l'opérateur économique. Et on a réussi à monter à ce jour, en tout, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est passé de 2 territoires d'expérimentation à désormais 12 départements sur les 12 que compte la Nouvelle-Aquitaine. Et on va aller évidemment chercher les deux départements qui restent, à 72 séjours bas carbone, dont une dizaine commercialisés par des opérateurs. Et là, on franchit l'écueil en fait de dire c'est bien, on a bien travaillé, mais ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas commercialisés. Et donc, on veut continuer dans cette logique-là pour arriver à proposer des séjours qui, essentiellement, quasi en totalité, sont accessibles en train ou en transport, parce que ça peut être du train ou du car. Et on a fait quelques exceptions pour ne pas faire de fracture territoriale. Parce que des territoires nous ont dit on est super intéressés par votre dynamique, mais nous, on n'est pas accessible en train. Ce n'est pas de notre fait, on ne peut pas l'inventer. Marion parlera, j'imagine, de l'expérimentation sur le dernier kilomètre tout à l'heure. Et donc, on a fait quelques exceptions. Et par contre, sur place, on est après assez exemplaire. Évidemment, on touche plus sa voiture, mais aussi sur l'ensemble des activités qui sont proposées. Donc, c'est des séjours qui restent des séjours désirables, parce qu'il faut toujours surfer sur cette sobriété heureuse. Et je pense que Béatrice en parlera aussi, qu'aller dire c'est du voyager responsable, c'est du séjour bas carbone, c'est ce qu'on fait. Et on est en train justement de se dire comment on peut communiquer de façon plus en adéquation avec les attentes des visiteurs. Ça ne fait pas rêver. Et avant tout, ils veulent Béatrice nous le dira beaucoup mieux que moi, mais du plaisir, ça vaut le coup des vacances, de l'entre-soi, de se retrouver, etc. Et donc de le faire, mais un peu de le faire sans le dire. Voilà. Et donc, on a franchi ce cap-là, nous, d'arriver à transformer l'offre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, peut-être pas être trop longue, mais cette démarche-là, c'est avant tout de la pédagogie envers les professionnels. Ça nous a permis, on a travaillé très finement avec les ADT, donc les agences départementales de développement touristique, qui elles-mêmes ont travaillé avec les offices de tourisme, qui elles-mêmes travaillé avec les acteurs, les socioprofessionnels. Et on a monté des ateliers sur les écomobilités, sur comment accueillir des voyageurs qui viennent en train, comment accueillir des voyageurs qui ne viennent pas avec leur voiture individuelle, plus globalement, quels services on doit leur apporter, quelle communication, etc. Et c'est de l'acculturation, en fait, des professionnels qui vont arriver à la transformation de l'offre. C'est vraiment notre objectif. On nous pose souvent la question, combien vous en avez vendu ? Très peu. C'est très clair. Mais c'est un outil de visibilité, c'est un outil de transformation de l'offre
avant tout. Et c'est pas parce qu'on n'en a pas vendu beaucoup que le fait qu'il soit vu, qu'il soit lisible, le fait que les professionnels s'appuient là-dessus pour aller vendre leur propre offre sèche. Et c'est ça l'enjeu, c'est vraiment d'acculturer, d'accompagner les professionnels, mais dans une dynamique business, quoi. Parce que là encore, c'est le but d'aujourd'hui, on ne fait pas ça pour se faire plaisir, c'est qu'ils peuvent intégrer leurs produits dans un séjour qui a un impact le moins négatif possible sur le territoire, et un outil pour transformer l'offre dans cet objectif de tourisme responsable. Puis ça contribue peut-être aussi à déjà commencer à changer les imaginaires, comme l'évoquait Caroline tout à l'heure. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi, et j'espère prendre beaucoup de sourcing dans ce que va nous dire Béatrice après sur travailler les imaginaires. Et on a changé nos objectifs. Déjà, on a changé de paradigme sur la fréquentation. On avait un objectif de développer la fréquentation. Maintenant, on a un objectif d'adapter la fréquentation aux besoins des territoires. Il y a des territoires qui n'ont pas besoin de fréquentation. L'été, sur le littoral, il y a une fréquentation qui est ancrée, voilà, des flux. On a encore besoin sur certains territoires, l'été, beaucoup sur les ailes de saison, pour faire en sorte qu'il y ait des flux plus longs, du coup d'avoir des contrats de travail plus longs, etc. On a changé nos objectifs sur l'accompagnement. Les accompagnements sont centrés sur les transitions, l'accompagnement des professionnels, et sur comment développer une offre qui soit bas carbone compatible. Et troisième point dans notre stratégie qu'on n'a pas intégré, ça rebondit sur le dernier point de Caroline, c'est d'intégrer l'offre du tourisme social et solidaire dans notre stratégie. Parce que pour l'instant, c'était plutôt de l'ordre de la région sur les équipements, l'aide à la pierre, et vraiment l'intégrer dans notre stratégie marketing. Et notre prochaine étape sur les séjours bas carbone, c'est d'intégrer des acteurs du tourisme social et solidaire dans les offres bas carbone pour ne pas faire dichotomie entre le tourisme social et le tourisme environnemental. C'est un tout, et on ne fera pas l'un sans l'autre. Merci beaucoup, c'est très très inspirant de voir aussi des pratiques un peu concrètes sur le terrain qui intègrent les différents enjeux. Justement, donc la transition est toute faite pour les consommateurs, et merci beaucoup. Béatrice, si vous pouvez nous parler un petit peu plus des attentes des consommateurs en termes de tourisme durable. On en entend beaucoup parler. Qu'est-ce qu'elles sont exactement? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier sur lesquels il y a des attentes? Alors, juste en introduction, je vais dire d'où je parle, hein, puisque forcément, je représente les consommateurs, mais pour ça, on fait de l'observation, on fait de l'enquête. Et donc, Atout France a lancé une première enquête en 2010, donc de façon assez... peut-être pas visionnaire, mais en tous les cas mature sur la question de se dire finalement quelles sont les clientèles du tourisme durable. Donc à l'époque, on avait répondu à l'appel d'offres, et on avait réalisé cette enquête auprès de 3 marchés, les Français, les Britanniques et les Allemands. Sur le marché français, on est sur l'intégralité des Français, y compris des Français qui ne partent pas en vacances, et c'est évidemment un sujet important, ou qui partent très peu en vacances, et on n'est pas du tout égaux sur ces sujets. Alors, ce qui peut avoir des intérêts aussi en termes de mobilité, par exemple, puisque c'est quand même les Français les plus aisés qui peuvent être parfois les plus matures sur les sujets, donc on peut espérer des effets démultiplicateurs. Et puis, cette enquête, et pour les étrangers, on était sur des étrangers voyageant à l'étranger, donc potentiellement clientèle de la destination France. Et cette enquête, on l'a reconduite en 2022, donc sur les mêmes marchés. Et il se trouve qu'on en a fait une extension cette année pour la destination Côte Atlantique, en rajoutant la clientèle néerlandaise. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, on apprend qu'on a progressé. Donc ça, c'est positif. Et pour rejoindre ce que dit Caroline, les offreurs sont matures. On va dire le champ de l'institutionnel national, que ce soit Atout France, que ce soit l'État, avec cette ambition de faire de la France la première destination du tourisme durable, est mature. Et bonne nouvelle, les consommateurs sont matures aussi. Donc là, on a tout le monde réuni autour de la table pour bien commencer à parler. Alors pourquoi je dis ça? Je dirais que dans l'étude de 2010, on était à 50-50
on avait encore beaucoup de sceptiques. Bien évidemment, tous les travaux qui ont été faits ont converti, ont ouvert les yeux de tout un tas de personnes qui étaient plutôt climato-sceptiques. Aujourd'hui, on a 80, 90%, 95% selon les questions, de gens qui sont conscients des enjeux et qui, environnementaux, climatiques, énergétiques, et qui commencent à intégrer ces enjeux dans leur quotidien et leur sphère de consommation. On va avoir sur les gestes éco-citoyens qu'on avait mesurés, le tri sélectif, éteindre la lumière, c'est pas Versailles ici, voilà. Grâce au travail fait aussi à l'école auprès des plus jeunes qui sont nos propres pilotes dans notre façon de fonctionner, on atteint des scores très très élevés, au-delà de 80%, au-delà de 90%. Donc voilà, alors pas forcément systématiquement, mais la sensibilité, elle est là. Sur la consommation au quotidien aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent, consommer plus local, le Made in France, le Made in Europe, consommer bio, etc. Donc on voit aussi que des choses sont faites. Là où c'est plus compliqué, c'est sur deux sujets. Bien évidemment, la mobilité. Avec des questions qu'on connaît tous aussi de coûts perçus des différents moyens de transport. On ne raisonne pas en coût, on raisonne en coût marginal pour la voiture, on ne raisonne pas en coût complet, le coût d'acquisition, le coût d'assurance, etc. Et puis les vacances, ou même déjà le hors domicile, le restaurant, etc., les endroits où on a envie de lâcher prise. Là, on voit que c'est plus difficile. Et là, ce qui se passe, c'est que on voit qu'il y a un premier élément qui a été cité, qui est un élément de connaissance, compréhension, information. La connaissance même du terme tourisme durable progresse, mais ça reste un terme un peu technocratique et il va falloir raconter des histoires autour de ça. Mais elle progresse. Et ensuite, effectivement, la conversion. Je dirais que la figure qu'on a utilisée, c'est qu'on est dans les starting blocks. On a des gens qui ont envie, qui connaissent un petit peu mieux les choses. On a un noyau dur qui agit déjà, c'est-à-dire qu'on a 15-20% de notre cible qui achètent, entre guillemets, alors qui n'achètent pas des produits de tourisme durable, je vous le dis tout de suite, et il ne faut pas les packager comme tels, mais qui de fait achètent des activités, des choses qui relèvent du tourisme durable, à savoir des activités de pleine nature, de la randonnée dans des espaces protégés, des hébergements éco-engagés, éco-responsables, qui vont sur les marchés de producteurs, de terroirs, etc., qui sont... Voilà. Donc là, on a déjà... qui achète du transport, bien sûr, j'allais l'oublier, du train, de la location de voitures électriques, etc. Donc ça, on va dire qu'on a 15-20% de gens qui achètent déjà, quand on leur donne une liste. Ça peut être peu, mais on a déjà ce socle, ce noyau dur de gens qui ont déjà des pratiques. Ensuite, quand on se projette, on voit que, en fait, on a fait ce qu'on appelle une segmentation. C'est-à-dire qu'on se dit tous nos clients sont différents, on a 1000 types de clients. Bon, il y a des outils statistiques qui permettent, à partir de toutes les questions qu'on a posées, d'essayer de trouver des groupes homogènes. Sur ce sujet du tourisme durable, on en a identifié 5. Ces 5 groupes, on va commencer par en éliminer un, c'est les éco-résistants. C'est ceux qui n'ont pas envie de bouger dans leur pratique de consommation touristique, même s'ils font des choses, ils trient un peu leurs déchets au quotidien, etc. Mais les vacances, c'est sacré. C'est plutôt des plus âgés, c'est nos fameux boomers qui parfois sont critiqués. Ils n'ont pas envie d'arrêter d'aller voyager loin, ils n'ont pas envie de renoncer à un certain nombre de choses. C'est environ 20% de la cible, donc ceux-là, ce n'est pas ceux qu'on va chercher à convaincre. Le renouvellement des générations le fera pour nous. Et donc, voilà, on les oublie. Maintenant, on peut lire les choses vers à moitié plein, vers à moitié vide. En tous les cas, on a 80% qui est prêt. Donc ça, c'est important. C'est qu'on n'est pas sur un tourisme de niche. On est, comme le disait Caroline, sur un changement de paradigme, une révolution en marche de nos façons de consommer du tourisme, avec une vraie volonté. Ces 80%, on va avoir un groupe qu'on a appelé les écomobiles.
Bon, c'est pas les purs et durs, là, les éco-militants, mais c'est quand même des gens qui sont engagés dans un vote écologique, dans des associations écologiques dans lesquelles ils participent ou qui financent. C'est des gens qui sont un peu convertis, on va dire, et sur lesquels bon, le discours militant n'est pas un sujet, mais déjà ceux-là, ils sont en tension. Alors moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot tiraillement, parce que souvent, quand on fait des études de consommateurs, on nous dit « Ah, mais vous dites ça, et puis après, vous dites ça. Les consommateurs ont dit tout ça, mais ils se contredisent. » Non, ils sont paradoxaux. Non, ils sont tiraillés. On a tous une partie de nous qui est citoyenne et qui comprend ce qu'on nous raconte et qui a envie d'agir. Et puis, on a tous nos soucis. Donc, quand on disait finalement, qu'est-ce qui est important pour eux, voilà, on verra ensuite dans les freins, il faudrait que le tourisme durable ne soit pas plus cher, même si certains acceptent que ce soit plus cher. Mais voilà, pour certains, c'est une contrainte. Faut pas que ce soit moins confortable. Faut pas que ce soit un truc justement pour écolo un peu pur et dur. Et finalement, il n'y a plus de plaisir. Faut pas qu'il y ait plus de plaisir, surtout pas. Faut pas qu'il y ait plus de confort. Donc voilà, il faut faire un tourisme qui reste, c'est l'échappatoire, hein, les vacances. Pour certains, c'est une fois dans l'année, indépendamment bien sûr de ceux qui ne partent pas, qui est un vrai sujet. Donc voilà, il faut que ça reste plaisir, il faut que ça reste confort, il faut que ça reste tourné vers sa famille aussi, qu'on retrouve. Mais donc même ces éco-mobiles assez engagés, par exemple, hein, ils vont bien connaître le sujet, donc ils vont pas forcément renoncer à l'avion, ils vont éco-compenser. Ok, c'est un bon début, mais l'émission de CO2, elle est toujours là. Donc même eux, ils ont des contradictions. En plus, souvent, c'est des plus jeunes, avec famille. La voiture, c'est le mode le plus pratique. Donc même eux, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Mais on peut se dire, ok, on peut appuyer. Eux, ils commencent, ils ont déjà fait. Il y a un groupe qui est très intéressant. Alors, ils sont plus urbains, plus CSP+, voilà. Il y a un groupe qui est très intéressant. C'est les éco-tranquilles. C'est un peu Maître Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. C'est des gens, en fait, depuis des années, ils font du tourisme durable sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils ils randonnent, ils se baladent, ils aiment découvrir toute la France, ses charmes, ses terroirs. Ils sont dans la rencontre. Je pense que vous en avez beaucoup dans vos villages. Vous les connaissez. Ils ne sont pas dans la revendication. Ils sont dans le slow tourisme. Ils ont envie de prendre leur temps. Et eux, déjà, ce n'est pas forcément un discours militant qui va leur plaire, mais par contre, c'est de leur donner à voir tout ce que nos territoires ont à leur offrir en termes de projets de vacances. Ça reste des projets de vacances, il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. Et donc, ils sont à peu près 20% aussi. Donc, voilà, ils peuvent être prêts à payer plus cher pour des personnes qui s'engagent pour de la restauration en circuit court. Dès qu'on parle tourisme en France, il ne faut absolument pas oublier la restauration. Donc, c'était très intéressant que tu le rappelles. Que ce soit les clientèles étrangères ou les Français, la gastronomie, c'est indissociable de l'image de la France. Donc, c'est évidemment... Et c'est un champ que je trouve très intéressant parce que, justement, on peut concilier durable et plaisir, parce que c'est quand même plutôt meilleur quand c'est durable. Ça fait vivre un territoire, ça a du sens et les clientèles sont en recherche de sens. Dans les changements et dans les évolutions assez massives dont j'ai parlé, bien sûr, la crise sanitaire a eu un impact. Hein, et on voit qu'il y a des attentes fondamentales des clientèles d'un tourisme de sens, de reconnexion à la nature, de faire des choses simples, de sortir de la surconsommation. Donc il y a vraiment des tendances, désolé, mais de sociétés qui vont aussi dans le même sens que le développement durable. Et donc, ces éco-tranquilles, ils sont très intéressants. Donc, si on compte les écomobiles un peu plus militants, un peu plus jeunes, plus axés sur l'écologie, ce que j'appelle le green, quoi, c'est-à-dire réduction des déchets, etc. Et ces éco-tranquilles qui sont sur complètement d'autres registres, de tourisme de sens, le tourisme qui a des retombées pour les territoires, le tourisme éthique qui est produit de façon responsable, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur l'inclusion. On a déjà 40% des Français. Ensuite, on va avoir des gens pour qui, et d'ailleurs on a posé des questions de ce type-là, on voit que dans les gens sensibilisés,
on a, on va dire, sur les trois quarts des Français qui sont sensibilisés et qui ont envie d'agir. Il y en a la moitié qui est prêt à des ruptures, des changements de comportement, voire de la frugalité, de la sobriété. Et puis il y en a la moitié qui veut bien y aller, mais il faut que ça aille doucement, quoi. Donc progressivement. Et dans cette partie-là, voilà, les 40% qui nous restent, on va avoir aussi des gens qui ont des pouvoirs d'achat moins élevés et qui sont dans des tensions économiques versus engagement durable, et sur lequel il va falloir répondre à cette question de, voilà, le tourisme durable, ça n'est pas toujours plus cher, c'est une autre façon de vivre ses vacances. Et donc là, on a les éco-sociaux qui vont être très intéressés par tout ce qui est convivialité, lieu de rencontre, rencontre avec les acteurs du territoire. Et pour avoir travaillé sur les villages vacances depuis des années, je me dis, bon ben voilà, les éco-sociaux, c'est vraiment la cible de ces endroits qui sont capables de concilier accessibilité financière, mais durabilité. Et puis, on va avoir des éco-natures beaucoup plus contraints financièrement, mais pour lequel la clé d'entrée, c'est la nature, c'est les espaces préservés. Parce que la nature, c'est vu en France comme gratuit. Et donc, en particulier chez les clientèles allemandes, on va avoir ce groupe sur lequel la clé d'entrée, c'est l'espace préservé, la nature, etc., avec des tensions financières, mais quand même une clé d'entrée. Donc, ce que je trouve intéressant dans cette segmentation, c'est qu'on voit que les clés d'entrée ne sont pas les mêmes selon les publics. Et qu'on ne raconte pas la même histoire, et que cette histoire, elle doit être heureuse, voilà, j'aime bien le terme, même si elle induit quelques efforts ou quelques changements d'habitude, d'ailleurs plus que des efforts, mais elle doit être heureuse, elle doit intégrer tous les ingrédients des vacances, du plaisir, du partage, de la rencontre, des retrouvailles avec ses proches, du beau, parce que j'aime bien le chiffre de tout à l'heure, mais oui, il y a la partie, on poste sur les réseaux sociaux, on veut se montrer, mais en même temps, le vecteur du tourisme, c'est aussi le beau, quoi. C'est aller chercher du beau, et la France en a beaucoup à offrir. Donc ça ne me choque pas que 60% au plus des gens disent, bah, finalement, je veux faire des belles photos, parce que c'est ce qu'on va chercher, on va pas chercher de l'exotisme et du beau. Et je pense qu'un des sujets, c'est aussi, dans l'inspiration, c'est de montrer que le beau est partout, de ne pas montrer toujours les mêmes lieux, d'aider les gens à aller vers des lieux tout aussi beaux mais moins fréquentés pour étaler les clientèles touristiques sur les territoires et selon les saisons. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits d'ailleurs pour montrer que certaines destinations à l'automne, au printemps sont très belles. Donc voilà, un discours ciblé aussi pour chacune des clientèles, en acceptant qu'elle est tiraillée, mais qu'elle a envie d'y aller, et donc avec les bons argumentaires, elle va y aller, en conservant cette notion de plaisir. Et puis le dernier point, comme on était sur l'image de la France, c'est que la France a énormément à offrir. Les atouts de la France sont reconnus des clientèles françaises et étrangères. C'est effectivement ses paysages, c'est sa beauté, c'est ses espaces préservés, c'est sa gastronomie. Et tout ça peut être décliné, bien sûr, sur le champ durable. Et c'est aussi ces terroirs, ces tissus d'artisans, de commerçants, qui sont ces marchés, qui sont des véritables atouts pour la destination. Là où les clientèles sont un peu plus perdues, voire critiques, c'est sur la politique publique et voilà, la visibilité, on va dire, des actions qui sont conduites depuis des années en termes de sensibilisation. On ne reconnaît pas la France comme étant un endroit où on fait beaucoup de sensibilisation. Alors, il y a peut-être des destinations qui sont un peu plus fortes en communication, comme l'Islande, qui nous dit, voilà, quand on arrive chez nous, il faut signer un papier, voilà. Mais sur la politique transport aussi, on a du mal à comprendre quelle est la stratégie sur le train de nuit, qu'on attend désespérément. Et donc, voilà, montrer l'action publique, la cohérence de l'action publique à tous les niveaux, pour montrer que justement, le collectif, l'action publique fait son chemin, les offreurs aussi, et j'aurai un dernier point là-dessus, et les clientèles sont prêtes à le faire. Sur les offreurs, faites simple. Bon, les labels sont importants, mais les labels sont reconnus quand ils sont à minima européens, si possible internationaux, quand ils sont à forte notoriété. La multiplication des labels perd le consommateur. Sur le bio, on a un retour aussi un petit peu parce que de tendance, parce que
Maintenant, comme tout le monde fait du bio, du coup, est-ce que c'est vraiment différent? Et là, il y a quand même un peu des inquiétudes sur le côté greenwashing, même parfois de certains produits étiquetés bio. Hein, ça ne veut pas dire que ceux qui font du vrai bio, c'est pas apprécié. Et moi, ce que j'en retiens, c'est transparence et simplicité. Vous faites ce que vous dites ce que vous faites, même des petites choses. Pour montrer que vous apportez votre part, sans forcément créer des usines à gaz incompréhensibles pour les clientèles. Voilà, fléchez les choses et engagez-vous sur des choses très concrètes, même à petite échelle. Les labels peuvent être intéressants, comme l'écolabel européen, comme Clé Verte, qui sont connus, mais s'ils sont suffisamment connus, si c'est pour chacun inventer sa charte, son label, on perd le consommateur. Mais déjà, dites simplement ce que vous faites. Et ça lui donnera aussi envie de participer et de faire. Voilà pour première idée. Alors bien sûr avec plein de chiffres que j'allais pas tous citer, mais plein de chiffres qui sont dans l'étude Atout France. Merci beaucoup Béatrice. On a quand même là des bonnes idées de premier levier pour aider le consommateur à passer à l'action, parce qu'on comprend qu'il a envie, mais parfois il y a encore des freins. Marion, quelques questions un petit peu peut-être pour voir si l'innovation peut être une réponse à tous ces enjeux, notamment l'innovation technologique, mais aussi non technologique, peut-être aussi dans l'innovation qui aide à changer le comportement du consommateur. Est-ce que tu as des éléments à nous apporter ? Oui, alors je vais préciser déjà ADI et mon métier pour que peut-être ce soit plus clair. Donc en tant qu'agence de développement et d'innovation, en fait notre métier c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. Toutes les entreprises, de la start-up au grand groupe et dans toutes les filières. Donc on est des experts métiers au sein de l'agence. Mon service, on s'occupe des industries des loisirs et donc on peut vous accompagner, donc l'ensemble des entreprises du tourisme, des hôtels, des restaurants, des grands sites, mais aussi les entreprises qui proposent des solutions et des services à votre destination. Et ça, c'est très important parce qu'on fait en sorte en fait que vos problématiques métiers, elles trouvent un marché, qu'on puisse les transmettre à des entreprises qui vont elles-mêmes développer des produits ou des solutions qui vous correspondent. Le deuxième métier que nous avons au sein de l'agence, c'est la création d'écosystèmes innovants. Et donc là, on va faire travailler l'ensemble des têtes de réseau d'une filière. Donc là, avec le CRT, l'UNAT, l'ANAPA chez nous, qui est l'hôtellerie de plein air, l'ensemble des têtes de réseau autour de projets d'innovation, pour se dire qu'en fait, d'une filière à l'autre, il y a des innovations qui peuvent être échangées en tout cas, ou implémentées, et que quand on en développe une auprès, par exemple, du tourisme social, elles peuvent trouver aussi un pendant dans l'hôtellerie plein air. Ça, c'est très important parce que nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les entreprises elles trouvent un modèle économique, qu'elles soient pérennes et qu'elles puissent se développer à plus grande échelle. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, parfois c'est en fait c'est pas que on fait dans son coin, c'est juste que voilà, il y a des solutions, plusieurs solutions qui vont cohabiter, sauf que pour devenir pérenne et avoir un vrai marché, ça devient plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment notre métier. L'innovation, pour nous, c'est simple en fait, c'est s'adapter. C'est s'adapter à un marché, c'est s'adapter à un consommateur et c'est surtout développer une solution ou un produit qui n'est pas encore sur le marché. Donc là, en tout cas en matière de tourisme durable, on a de quoi faire parce que les transports, l'énergie, notamment l'eau, la restauration, ce sont plein de sujets qu'on traite. Si je rebondis sur les premiers propos de Béatrice, elle était intervenue il y a 2 ans dans une rencontre qu'on avait fait à l'ASCO. Le rapport venait juste de sortir, Voyageons bas carbone. Et je me souviens que beaucoup d'opérateurs me disaient bah oui, c'est super, la voiture électrique était préconisée, mais comment on fait concrètement, nous, hôteliers, hôtellerie plein air, sites de vacances, pour accueillir des automobilistes qui vont venir de plus en plus nombreux en voiture électrique. En réalité, c'est bien gentil, c'est les faits, mais en réalité, on n'a pas les infrastructures pour. Donc là, concrètement, nous, notre métier, c'est d'aller chercher des opérateurs qui développent des bornes de recharge et de travailler avec les campings, les hôteliers pour les implémenter, mais surtout pour que ce soit des modèles pérennes. Parce que les industriels, eux, ils vont le faire très bien à côté de McDo, à côté de magasins, en tout cas, où on sait qu'il y a un flux permanent. Mais quand c'est saisonnier, c'est plus compliqué. Et au-delà de ça, ce qui était compliqué aussi, c'est que
Le touriste, il va faire 700 km en voiture électrique et quand il arrive dans son camping, il ne peut plus se recharger. Souvent aussi, nous, on est là pour le coup sur la Nouvelle-Aquitaine, les campings qui sont sur le littoral aquitain, il n'y a pas forcément de recharge qui sont dans les villages ou auprès des magasins. Et donc, il va se recharger, mais en fait, en réalité, il va faire très peu de déplacements avec sa voiture. Et donc, après, il y a toute une réflexion qu'on va mener pour se dire comment, en fait, on va récupérer cette électricité dormante et le réimplémenter dans le camping. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des vrais projets d'innovation où on va pouvoir pérenniser un modèle et aussi, l'entreprise va pouvoir le vendre à d'autres campings, par exemple. Le deuxième sur justement le transport, c'est le train. Donc là, je rebondis sur ce que disait Aurélie. Donc nous, l'observation, pour nous, elle est super importante. Toutes les problématiques métiers, on en a besoin en termes d'agences de développement et d'innovation pour pouvoir rebondir, pour pouvoir proposer, en tout cas pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur développement. Et là, clairement... oui, on peut prendre le train pour venir jusqu'à La Rochelle, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Biarritz, mais si on veut aller, encore une fois, sur la côte atlantique ou sur des territoires un peu plus reculés, ça va vite poser problème et on ne va pas avoir en fait cette solution de dernier kilomètre qui nous est proposée. C'est extrêmement compliqué parce que les clientèles sont différentes. Ça peut être des familles avec des valises, ça peut être des couples. Et donc là, encore une fois, pour trouver en tout cas des opérateurs qui soient pérennes et qui aient un modèle économique qui soit fiable, c'est très difficile. Donc nous, en tant qu'agence, donc on accompagne aussi les grands groupes. La SNCF Voyageurs TER Nouvelle-Aquitaine est un grand groupe qu'on accompagne et on a mené toute une réflexion et notamment avec des opérateurs qui proposent des scooters électriques, des mobilités décarbonées. Donc on en avait une dizaine pour se dire quelle serait la meilleure solution qu'on pourrait proposer et qu'on peut expérimenter dans un premier temps pour après voir en fait quel est le modèle économique qui sera le plus pérenne. C'est des expérimentations qui sont en cours aujourd'hui et qui vont aussi dans la lignée de ce que fait le CRT, donc les transports bas carbone, parce que si en tout cas on arrive à finaliser ces expérimentations, à implémenter un opérateur dans un territoire, et voyager bas carbone, en tout cas les dispositifs que Aurélie développe auront toute leur utilité et surtout pourront se vendre certainement plus facilement, parce que pour le coup on pourra acheter un train, une mobilité dernier kilomètre et un hébergement. Donc, mais tout ça prend du temps, parce que Aurélie, tu l'as dit aussi, travailler avec la SNCF, c'est pas aussi facile, mais tout simplement aussi parce que le tourisme, c'est de l'aménagement du territoire, je ne vais pas vous l'apprendre. Et dès qu'on veut installer un opérateur sur le parvis d'une gare, ça peut vite devenir compliqué. Et donc, on a aussi besoin de mettre les agglomérations, les EPCI, les comités de communes avec nous. Donc, dès qu'on travaille sur des projets comme cela, on a vraiment l'ensemble des opérateurs autour de la table. Et ça, c'est très important parce que, n'oublions pas que le tourisme, c'est l'aménagement du territoire, ça passe par des politiques publiques d'aménagement et on peut pas sans... Enfin voilà, il y a des leviers aussi sur lesquels on doit aller pour qu'il y ait des aménagements qui soient beaucoup plus pérennes. Donc ça, c'était au niveau des transports. Sur l'énergie, donc au sein de l'agence, on a des experts sur l'énergie. On gère un cluster stockage énergie. C'est très facile pour moi d'interroger du coup mes collègues sur les sujets énergétiques parce que j'en ai plein tout le temps sur la récupération de l'eau, sur aussi le panneau photovoltaïque. Là encore une fois, c'est très compliqué les panneaux photovoltaïques sur des campings par exemple qui ont expérimenté des mobil-homes autonomes avec des petits panneaux, mais c'est extrêmement compliqué parce que du coup, c'est des petites unités, parce que les constructeurs de mobil-homes ne sont pas forcément... c'est pas leur produit phare aujourd'hui qui vendent plus. Donc, il faut aussi qu'on change leur paradigme à eux. Et aussi, il faut que ces constructeurs de mobil-homes puissent aussi en vendre suffisamment, sous forme de précommande aussi, pour qu'ils puissent industrialiser ce mobil-home autonome avec photovoltaïque. Et puis, il y a des problématiques aussi, évidemment, d'aménagement, de sécurité autour des mobil-homes, parce qu'il y a des gens qui sont en dessous, qui sont très proches des toits. Donc, il y a des réflexions comme ça autour de l'énergie. Et puis, l'eau, j'aime bien en parler aussi d'une solution qui existe en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Tupi Organics, qui récupère l'urine humaine, qui s'est beaucoup développée dans les collèges et les lycées chez nous, mais qui s'est ouvert à des marchés, et ça c'est très important, des marchés comme le tourisme, et qui a équipé des grands parcs d'attractions ici chez nous, et aussi des campings. Et là, c'est une économie d'eau, parce qu'il n'y a pas de chasse d'eau, plus de chasse d'eau du tout. Ils récupèrent l'urine humaine, donc c'est des urinoirs qui sont bien spécifiques, mais ils le transforment en engrais. Donc du coup, c'est aussi une valeur, c'est un cercle vertueux. Ils sont financés par l'ADEME, et donc ils peuvent de plus en plus implémenter, notamment dans des campings. Et ça, on est de plus en plus interrogés, aussi sur les économies d'eau. Et nous, on cherche
on va chercher des entreprises qui ne sont pas forcément implantées dans la filière du tourisme, mais qui se développent dans d'autres filières pour venir dans la filière du tourisme, parce que souvent, c'est un deuxième marché. Et ce n'est pas un marché prioritaire, mais c'est un marché secondaire qui n'est pas négligeable. Et on va les aider comme ça à aller conquérir des leads, des nouveaux marchés et surtout à définir une stratégie d'entreprise sur la filière. Ça, c'était l'eau. Et la restauration, parce que je l'ai entendu, c'était important aussi. La restauration, c'est vraiment très, très compliqué. C'est des acteurs compliqués aussi à travailler, à fédérer. Cependant, on accompagne aussi des entreprises, donc des solutions de services qui permettent de décarboner la carte d'un restaurant. On l'accompagne, donc ils sont arrivés chez nous plutôt sous un statut start-up. Donc, ils ont suivi plusieurs programmes. On a différents programmes d'accompagnement, d'incubation, d'accélération, mais aussi d'expérimentation. Et donc, ils aident les restaurateurs à réduire l'impact carbone de leur carte, mais tout ça a aussi un impact sur la rentabilité du restaurant, sur les économies d'énergie. Il y a tout un plan d'action, il y a un calculateur carbone, il s'appelle Food Index for Good. Mais là, ce qui est plus difficile finalement, c'est la multiplication, parce que il faut avoir beaucoup de restaurateurs pour que l'entreprise soit viable. Donc il y a aussi des économies d'échelle comme ça dans le tourisme qui sont difficiles parce que il y a des grands groupes, mais il y a aussi beaucoup de très petites entreprises, et pour des entreprises en tout cas qui proposent des services et des produits, parfois c'est plus difficile à développer à grande échelle et de façon en tout cas pérenne. Donc c'est ça aussi notre challenge au quotidien au sein de l'agence. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? Ah oui, sur les déchets aussi, un autre exemple que je vous donne, c'est plutôt dans le Pays Basque. Donc les déchets, globalement, vous êtes tous au point parce que aussi vous êtes, bien sûr, il y a la loi, mais les collectivités aussi ont fait des pas de géants. Mais il y a encore beaucoup à faire, et notamment pour tout ce qui est un peu zone naturelle, aire de camping-car, voilà. Donc là, on a accompagné une entreprise qui a mis des poubelles connectées. Donc en fait, il faut déverrouiller la poubelle avec une application. Donc ça permet aussi que l'espace soit propre. Mais surtout, si on fait ce geste-là, ça renforce le pouvoir d'achat, entre guillemets, puisque ça vous donne en tout cas des réductions en fait, dans les commerces aux alentours. Donc il y a aussi tout ce volet incitatif, évidemment, qui est lié au consommateur aussi. On sait bien que quand il est en vacances, peut-être qu'il se soucie moins, en tout cas, d'un quotidien qu'il a chez lui. Parfois aussi, il ne sait pas trop comment se passe le tri dans sa destination de vacances. Et donc, il y a beaucoup d'incitations comme ça. J'ai un autre exemple, on accompagne le Haut-Béarn, notamment un 80 hébergements touristiques en station de montagne, et on a mis en place une appli. En tout cas, on travaille avec une entreprise qui développe une application d'économie d'énergie, et pour que le touriste, en fait, c'est vraiment lui qui est acteur, qui doit faire ses économies, mais s'il les fait bien dans son logement dans lequel qu'il a loué, il a des bons de réduction dans les commerces de la station. Donc il y a tout un volet aussi incitatif qu'on travaille en lien avec le consommateur, parce qu'on sait que ça a plus d'impact. Souvent, c'est très gamifié. Ça fait, les enfants peuvent y jouer, les parents aussi. Mais encore une fois, c'est aussi beaucoup d'informations en amont. Il faut beaucoup sensibiliser aussi les hébergeurs pour que les messages soient bien passés. Et puis après que le touriste aussi s'en empare. Et c'est sûr que sur une semaine, parfois, c'est pas suffisant. Et donc, on a besoin de ce passage à l'échelle pour que ça rentre un peu plus dans les mœurs. Merci beaucoup. Je voudrais laisser peut-être un peu de temps pour la salle si jamais vous avez des questions. On a entendu beaucoup de choses à la fois sur les attentes des consommateurs, une offre qui est prête aussi. Mais voilà, encore besoin de trouver les leviers pour le passage à l'action, et puis surtout cette nécessité de réinventer les imaginaires pour que le tourisme durable soit désirable et puis soit bien identifié. Donc là, je vous laisse la parole dans la salle pour quelques questions. Une question au premier rang. Je vous remercie. Je suis content que Marion ait répondu enfin à la question, parce que c'est comme hier. Hein. Tout le monde a développé ses idées, mais répondre à la question, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà, après, c'est vrai que c'est un petit peu long. On a l'impression d'avoir un monologue sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'est... Mais c'est un sujet très vaste. Ces sujets-là sont assez complexes. Moi, j'avais une question pour Caroline. Je ne vois pas votre nom, mais voilà. Est-ce que vous travaillez avec les éco-organismes?
Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on est tous des contribuables ici et qu'on paye tous une taxe à l'environnement lorsqu'on achète un produit. On culpabilise toutes les personnes, on leur dit il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis responsable à l'environnement, à ma communauté de communes. Vous avez parlé de Clink, c'est super. C'est des choses qui responsabilisent les gens, je trouve que c'est une très bonne chose. Quelle relation vous avez avec les éco-organismes qui récupèrent aujourd'hui toutes les taxes écologiques qui sont sur les produits que l'on achète tous les jours? Et quel accompagnement ils ont avec vous, les services associatifs, régions, voilà, parce que j'ai l'impression, ça c'est ce que je vis tous les jours, que personne ne travaille avec eux et que les accompagnements de ces personnes-là qui ont, eux, la responsabilité de récupérer toutes ces taxes-là, on ne les voit nulle part. Aucun accompagnement sur les entreprises, aucun accompagnement, ou très peu. Je parle bien dans les zones comme les nôtres ici, hein, VVF, que ce soit les collectivités. Et j'ai l'impression que les associations qui travaillent sur les sujets, entre guillemets, d'accompagnement sur le tourisme ou de la vie de tous les jours, ne travaillent pas avec eux non plus. Voilà, il y en a quand même une bonne cinquantaine, hein, je vous le dis quand même. Hein, et de l'argent, ils en ont, mais je ne les vois pas redistribuer. Donc ça, c'est ma question que je voulais vous poser, madame. Je vais répondre très très vite et très sincèrement. Nous, on ne travaille absolument pas avec ces organismes-là. Et j'avoue très humblement que je ne sais pas quel est le circuit de l'argent quand ils le collectent, à qui ça va. Est-ce que ça nous revient à travers des financements de nos actions par les pouvoirs publics? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça transite par... Je ne sais pas par qui ça transite. Donc très humblement et très sincèrement, nous, on n'est absolument pas en lien avec ces organismes-là. Donc ils ne nous financent pas. On est financé notamment par l'ADEME à travers des actions comme beaucoup d'autres. On était un peu par le ministère du Tourisme, on ne l'est plus. Et puis après, c'est des aides des territoires, etc. Mais pas ces organismes-là. Sur tout ce que vous achetez. Oui, effectivement, les écotaxes sur le matériel. Hein, oui, oui. Sur tout. Oui. Sur tout ce que vous achetez, il y a une écotaxe. Oui, mais sur le... Oui, la totalité de ce que vous achetez, là, voilà. Vous pouvez regarder de partout. Oui, tous les équipements sont soumis à des taxes. Voilà. Oui. Et sincèrement, c'est une taxe hein, qui est donnée à un organisme qui doit normalement reverser à tout le monde. Alors on culpabilise aujourd'hui la totalité des citoyens, on fait en sorte de dire il faut être éco-responsable, il faut faire ci, il faut faire là. Tout le monde paye en France. Entreprises, particuliers. Et par contre, vous avez vu un retour, vous venir chez vous, des accompagnements, on va un peu citer haut hein, pour les poubelles, voilà. Mais tous les autres, si on ne les remue pas, ils ne viendront pas. Hein. Ils ne viendront pas pourquoi ? Parce que c'est tellement facile de gagner cet argent-là, on leur redistribue. Donc, mais j'aimerais, moi, que tout le monde se mobilise là-dessus et qu'on ait la redistribution de cet argent que nous, on donne chaque fois qu'on consomme. Ça serait une très bonne chose et j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ? Si on n'a pas une autre question dans la salle, moi j'avais une petite question pour Caroline. On a... des UTD qui arrivent aussi. Je crois que tu voulais nous en dire un petit mot. Oui, merci. Je voulais juste rebondir sur... Donc, on a effectivement les universités du tourisme durable qui viennent au mois de novembre dans cette région à l'invitation du CRT Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi je veux en parler? Parce qu'on a parlé beaucoup des nouveaux récits, de tout ce qui est récit, donner envie, etc. C'est le thème qui est retenu pour les UTD, précisément, nouveaux récits, pour qui, pourquoi. Faire le lien entre la transition écologique, celui de la justice sociale, et nous explorerons les nouveaux récits pour un tourisme moins carboné, plus inclusif, plus attractif, plus soutenable, plus responsable. Vous y êtes bien entendu tous invités, c'est les 5 et 6 novembre à Bordeaux. Je voulais juste aussi mentionner un travail qui peut vous aider tous, c'est la prospective qui a été faite par Atout France sur les différents scénarios du tourisme de demain, qui est extrêmement intéressante. Nous, à ATD, cette année, on a décidé de s'en saisir pour produire un document d'expertise sur comment est-ce que cette prospective, on peut la mettre en œuvre de manière très opérationnelle pour les professionnels du tourisme et les territoires, parce qu'une de nos grandes missions, comme je vous l'ai dit au début, c'est de valoriser les bonnes pratiques.
mercredi, on remet les trophées Horizon. Les trophées Horizon, c'est aussi les trophées qui permettent de valoriser des bonnes pratiques. Tout ce que tu as dit tout à l'heure comme bonnes pratiques, là, on en remet des trophées à certains et ça permet de valoriser toutes ces choses originales qui se passent. Je pense notamment au photovoltaïque. Moi, j'ai vu un truc super au camping de la Fontaine du Halat. Je le cite toujours en exemple. Il est dans le Morbihan. Claude Le Gloanic est super. Il a mis des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment sanitaire. Il y a quand même le bâtiment sanitaire dans un camping, c'est grand, hein. Il a mis des panneaux là et ça alimente une bonne partie de leurs besoins en électricité sur place. Donc, c'est ce type de bonnes pratiques qu'on met en avant. Et puis, je voulais également mentionner aussi un travail qu'on fait en partenariat avec Atout France, la plateforme France Tourisme Durable qui va être présentée dans les prochains jours et qui est un outil dédié pour les professionnels et les territoires qui permet de s'auto-diagnostiquer sur où on en est de sa démarche et quelles sont les aides financières, les outils, les documents, les cabinets conseils, etc., qui peuvent nous aider pour nous faire les formations, qui peuvent nous aider pour avancer dans notre démarche. Donc voilà un petit peu des outils dont je voulais vous parler, qui vont être très prochainement mis à votre disposition. Et on a bien en tête tout ce travail d'accompagnement des professionnels de terrain qui se sentent parfois un peu isolés, un peu il n'y a qu'à Faucon et puis débrouillez-vous sur place. Et nous, on travaille vraiment en lien avec le terrain et les pouvoirs publics de l'autre côté pour essayer de faire progresser ces points-là. Merci. Merci Caroline d'avoir rappelé tout ce qui se fait aussi pour les professionnels. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et tous dans la salle aujourd'hui et puis évidemment merci à vous quatre ici sur scène et à Béatrice Jarich qui est avec nous en visio de vous être prêté à cet exercice, d'avoir apporté tous ces éléments. C'était très riche, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on voudrait parler de tout et en dire plus. Donc voilà, c'est un débat qui continue. Merci beaucoup et puis bon appétit à venir à tous.